Le Cercle d'histoire et d'archéologie date souhaite, pendant le confinement, garder des relations avec ses membres puisque les conférences ne peuvent plus être organisées. Et donc nous vous proposons cet exemple d'un sujet en rapport tout à fait avec l'actualité et qui illustre un colloque qui avait été organisé à Chièvres au cours des années 90 et qui a été publié par le Cercle. Parlons tout d'abord de la lèpre. La lèpre est une maladie terrible, une maladie qui est bien présente dans nos régions au XIIe siècle. Et vous avez ici deux documents. À gauche, un rentier de la léproserie d'Alost en 1483. À droite, un extrait d'un tableau de Bernard Van Orley, le jugement dernier et les 7 œuvres de miséricorde. Ce que nous voyons, c'est à gauche d'abord, ce lépreux est couvert de pustules, il est atteint d'une maladie de la peau. Un chien d'ailleurs lèche ses jambes. Vous pouvez voir aussi qu'il est muni d'une cliquette, qu'il a son écuelle et qu'il a un bâton. Alors la cliquette, ça sert à prévenir les gens parce que les gens doivent s'écarter, les gens souhaitent s'écarter, les gens ne frayent pas avec le lépreux, on le met à l'écart et il doit donc signaler sa présence pour éviter d'embêter les autres. Il a donc son autonomie, tout son écuelle, et le bâton lui sert justement à garder ses distances avec les gens. Ce qu'on voit dans cette peinture, dans cette miniature, c'est donc un lépreux, je dirais, au début de sa maladie. À droite, la maladie est beaucoup plus avancée et on voit qu'elle amène à des déformations des membres, à des disparitions des membres, à des amputations. Et donc, elle a vraiment elle est vraiment terrible au point de vue des conséquences sur le corps de l'homme. On voit d'ailleurs ce lépreux qui est un mendiant apparemment. Il tient sa distance avec la clochette, il a sa gourde et son écuelle, et il a aussi un bâton pour garder les distances. Donc ça c'est vraiment cette maladie terrible qui frappe nos régions et qui est d'ailleurs d'origine antique, qui est connue dès l'Antiquité. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au XIIe siècle, pas mal de villes sont dotées de maladreries, de léproseries, léproseries qui s'installent aux abords des villes. Et donc vous voyez des villes et des villages d'ailleurs, parce que des bourgs, des villes et des bourgs. Parce qu'évidemment, si Tournai est une ville à l'époque, Gand également, Bruges également, Anvers aussi. Les autres localités sont plutôt de gros bourgs. Donc, vous voyez le cas de Silly. Et Ath et Lessines auront d'ailleurs leur maladrerie Ath, Lessines et Gramont, par exemple, n'auront leur maladrerie qu'au XIIIe siècle. Mais le cas de Chièvres est intéressant. Nous le voyons illustré ici par un bâtiment bien connu, qui est la chapelle de la ladrerie, avec la ferme de la ladrerie, et qui montre d'ailleurs que au XIIe siècle, on a commencé à se préoccuper des lépreux, à mettre à leur... pour eux, on a rassemblé des revenus, on leur a fait une chapelle. Vous voyez donc toute une organisation s'est mise en place pour se préoccuper des lépreux. Alors, ça veut dire qu'il y avait relativement beaucoup de lépreux au XIIe siècle, et ça c'est lié probablement au mouvement de population. Il y a eu les croisades, la population a augmenté, il y a pas mal de transferts ville-campagne, et des agglomérations se forment, et donc tous ces mouvements de population ont peut-être contribué à diffuser la lèpre, ont certainement contribué à diffuser la lèpre, mais en même temps, la population, les mentalités changent et on se préoccupe
de ces lépreux, on veut exercer vis-à-vis d'eux une charité, hein, on veut être un peu solidaire vis-à-vis de ces lépreux, et on leur consacre donc, les seigneurs, les propriétaires fonciers, leur donnent des ressources, leur donnent des revenus. On crée donc une ferme, parfois entretenue d'ailleurs par les lépreux eux-mêmes, puis louée, et une ferme qui est ici accompagnée d'une chapelle, une chapelle qui est de la fin du XIIe siècle. Et cette léproserie de Chièvres est intéressante parce qu'elle illustre bien la petite ville qui est en train de se former à la fin du XIIe siècle. Et on attribue la réalisation de la léproserie à Ève de Chièvres, qui est un personnage bien connu, qui a vécu entre 1115 et 1180. Et sous ses successeurs, Chièvres sera doté d'une charte-loi, preuve que une charte-loi d'ailleurs qui est célèbre parce qu'elle a été étudiée par Maurice Arnould comme étant un des plus anciens textes juridiques en langue d'Oïl, donc en français, hein, plutôt qu'en latin. Et donc cette charte-loi de 1194 témoigne du développement de ce petit bourg de Chièvres qui va devenir une ville un peu plus tard. Et c'est aux abords de ce petit bourg, parce que les chapelles et les ladreries, les chapelles de ladrerie et les ladreries elles-mêmes sont placées à l'extérieur du milieu habité. Elles sont isolées pour éviter justement la contagion, pour éviter que les lépreux ne nuisent à la population, ne diffusent leur misère sur les autres. Et donc, ladrerie, léproserie, XIIe siècle, et en fait, il y aura des lépreux à l'intérieur de cette léproserie qui prend les lépreux de la région, je dirais de la seigneurie. Eh bien, il n'y aura jamais des foules considérables de lépreux. On a des chiffres pour le XVe siècle, il y avait 8 malades. Et le dernier lépreux, eh bien, il sera soigné, il sera abrité dans la léproserie en 1629. Donc à partir du XVIIe siècle, la léproserie n'a plus d'utilité pour les lépreux, elle servira, certains nobles essayeront d'en accaparer les revenus, mais elle servira aussi à apporter des secours aux pauvres, donc ça rejoindra le bureau de bienfaisance. Et d'ailleurs, c'est le bureau de bienfaisance de Chièvres qui a finalement hérité, si je puis dire, de cette chapelle. Après la lèpre, dont les effets sont donc restés relativement limités, comme on peut s'en rendre compte, mais avec des dégâts considérables parce que c'est une maladie terrible, on a assisté au milieu du Moyen-Âge, en 1348, on a assisté à un développement de la peste. Et là, le mouvement, il est international et c'est vraiment une épidémie cette fois-ci, une épidémie alors que la lèpre peut plutôt être considérée comme une endémie, c'est-à-dire installée dans la population. L'épidémie de peste de 1348 est célèbre parce qu'elle a fait des dégâts considérables. Elle a pratiquement fait disparaître un tiers de la population du monde de l'époque. Et donc, son origine, c'est le centre de l'Asie. Le centre de l'Asie où on la retrouve jusqu'au lac Baïkal ici. Et centre de l'Asie dont elle part à la suite des relations commerciales. Elle touche ensuite la Méditerranée, qui à l'époque est un lieu de passage des bateaux et un lieu de développement très important du commerce. Et puis elle gagne les ports de la Méditerranée, puis elle gagne l'intérieur du pays, et elle arrive pratiquement dans toute l'Europe occidentale au cours des années qui passent, en 48, 49, 50. Elle touche jusqu'au centre de l'Europe, jusqu'à la Norvège, jusqu'à la Grande-Bretagne, bien sûr. Et donc, on va la retrouver évidemment dans le Hainaut, et notamment à Tournai. On la trouve à Tournai. Tournai qui n'est pas le Hainaut à l'époque, qui est une ville liée à la Flandre et à la France, mais qui est une ville importante à l'époque. On considère
qu'elle a à peu près 20 à 30 000 habitants. Et dans cette ville, la peste va faire des dégâts. Elle va faire des dégâts. Gilles Limousin, qui est un témoin de l'époque, qui rapporte sa vie, ses souvenirs, eh bien, Gilles Limousin dit que la peste aurait fait mourir 25 000 personnes à Tournai, ce qui est évidemment exagéré. Mais la miniature nous donne quand même la mesure du massacre, si je puis dire. Hein, on voit qu'on enterre des morts, que les cimetières, que les sépultures sont donc extrêmement nombreuses, mais aussi qu'on a plein de cercueils qu'il faut évacuer. Donc vraiment, les ravages semblent avoir été considérables. Cette peste touche aussi d'ailleurs le reste du Hainaut, le Hainaut actuel, si vous voulez, le Hainaut médiéval. Et on voit évidemment 3 arrondissements, 3 circonscriptions. On a les registres de fin de vie. En fait, ce sont les taxes qui sont perçues sur les paysans, c'est la main morte, taxes qui sont perçues sur les paysans ou sur les serfs. Et on voit donc que ces registres de main mortable nous donnent une première idée du nombre de décès à Ath, à Maubeuge et à Soignies. Et ce qu'on constate, c'est que le nombre de décès est plus élevé à Maubeuge et qu'on a vraiment par rapport à une époque où il n'y a pas d'épidémie, où l'épidémie ne marque pas, eh bien, à Maubeuge comme à Ath, on peut multiplier par 5 environ la moyenne mensuelle des décès. Ça donne une idée, qui n'est pas complète bien sûr, des ravages de l'épidémie, à la fois dans la zone, je dirais, française du Hainaut, dans le Hainaut français, et dans le Hainaut moyen, autour d'Ath. À Soignies, c'est beaucoup moins grave. Vous voyez, donc, c'est un peu au nord Hainaut, c'est un peu dans le Hainaut du centre et du nord que s'arrête l'épidémie, puisqu'à Soignies, là, vous voyez, l'épidémie est beaucoup moins mortelle, elle touche beaucoup moins de monde et elle déséquilibre beaucoup moins la situation. On a en fait une moyenne mensuelle de 3,8 décès contre 16 à Ath ou 24 à Maubeuge. Ça donne une idée, mais qui n'est pas précise, mais qui permet de se faire une idée des ravages de la peste dans le Hainaut. Ravages qui ne sont pas évidemment homogènes, mais qui se répartissent différemment suivant les lieux et qui gagnent progressivement, d'ailleurs qui peuvent gagner progressivement différentes régions. La peste, en fait, va devenir à Ath une sorte d'endémie où il y aura régulièrement des épidémies. Voilà ici deux exemples de mesures prises par les autorités, hein, que ce soit Charles Quint, mais au nom approuvant un règlement d'un intendant, d'un châtelain, et également le grand bailli de Hainaut, hein, qui prend des mesures également. Qu'est-ce qu'on voit dans ces mesures? Eh bien, c'est que, bien sûr, on rend responsables les hommes eux-mêmes, hein, les hommes eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas, parce qu'en fait c'est l'abondance des péchés qui est la cause du mal. Et donc il faut évidemment prier, il faut faire des processions pour lutter contre l'épidémie et inciter les gens à respecter la religion et les prescriptions de la religion. Le deuxième document nous montre plutôt que la ville doit payer parce qu'en fait les pestiférés ont été transférés hors la ville. Et là on sait que effectivement on place les pestiférés quand la peste touche une ville. C'est le cas à Ath, ce sera le cas également à Lessines d'ailleurs à la même époque. Quand la peste touche une ville, eh bien on construit des aubettes, c'est-à-dire des baraquements en bois, auxquels on mettra le feu par après d'ailleurs, des baraquements en bois pour abriter
les pestiférés et les transférer hors la ville, comme on dit ici, c'est-à-dire qu'on les transfère dans une zone où il n'y a pas d'habitants, où il y a moins d'habitants. On dit un lieu à Brantigny pour certaines années et également un lieu au lieu dit Trieux-Périlleux, donc hors de la ville, Brantigny au faubourg de Tournai, Trieux-Périlleux au faubourg de Bruxelles. Et Ath a connu comme ça de 1349 à 1678 40 ans de peste. 40 ans de peste, donc pas tous les ans, mais pas mal d'années ont été ainsi entachées par des pestes, limitées sans doute dans leur impact, mais malgré tout provoquant des ravages considérables. Et après 1678, la peste disparaît. On ignore pourquoi, d'ailleurs, disparaît de nos régions. Elle n'a pas disparu puisqu'on la retrouvera en Asie au XIXe siècle, mais elle disparaît de nos régions. On ignore pourquoi. Peut-être est-ce lié à l'évolution des conditions de vie. On sait qu'il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de... au XVIIIe siècle, on vivra mieux au XVIIIe siècle, les conditions de vie vont s'améliorer, et donc ça explique sans doute ça peut contribuer, c'est un élément qui peut contribuer à expliquer cette disparition de la peste de nos régions. La peste amène aussi d'ailleurs des réactions religieuses, nous l'avons vu, la religion elle-même prend en main des processions. Mais il y a aussi des débordements, hein. C'est le fameux mouvement des flagellants qui a touché Tournai notamment en 1349. Et ces flagellants, ce sont des personnages qui vont beaucoup plus loin encore que ce qui est dit jusqu'alors. On ne se contente pas de faire une procession, ici aussi processionne d'ailleurs, mais on a des fouets et on se flagelle. On se flagelle parce qu'on a commis des fautes, parce que les parents ont commis des fautes, tout le monde a commis des fautes. Eh bien, il faut se flageller pour faire face pour marquer justement les misères de la maladie, le fait que l'on soit responsable de la maladie, prendre la responsabilité de la maladie et se flageller pour marquer cette responsabilité. Inutile de dire que ces flagellants étaient à la limite un peu hérétiques, en tout cas fort mal vus par la hiérarchie religieuse parce que donnant lieu à des débordements importants. Et voilà une autre réaction, beaucoup plus très grave celle-là aussi, qui consiste à brûler les Juifs. À brûler les Juifs, donc il y a eu pendant cette peste de véritables pogroms. Les Juifs ont été rendus responsables, on les a accusés d'avoir empoisonné les puits, et donc on les a brûlés parfois. On s'est livré à de véritables pogroms. Autre réaction, évidemment, c'est le médecin. On connaît bien le médecin de peste, eh bien le voilà. Le voilà, c'est intéressant parce que ça montre bien comment on considère la peste à l'époque. Le médecin, il est protégé, il a un bâton. Le bâton est important pour le pestiféré, il permet de garder sa distance. Il permet de garder sa distance et en même temps, vous voyez que le médecin, il est entièrement couvert, il est masqué, il est protégé par du cuir notamment, et puis il a un masque avec un bec, et dans ce bec, il y a des onguents. Pourquoi des onguents? Eh bien parce qu'on croit que la contagion, elle se fait par les miasmes, par les mauvaises odeurs. Ces mauvaises odeurs liées au manque d'hygiène, liées au manque d'entretien de la voirie, par exemple, liées aussi au manque d'éléments d'hygiène, notamment des WC, toutes des installations d'hygiène qui manquent à l'époque et qui font évidemment que les mauvaises odeurs se répandent et on croit que ce sont ces mauvaises odeurs qui amènent la pestilence. À gauche, nous avons un livre qui a été publié à Ath chez Jean Mas, voyez là en 1637, c'est-à-dire à une époque où la peste continue à sévir. Eh bien, on rend un culte à Saint Adrien. Saint Adrien dont les reliques se trouvent à Gramont, pas tellement loin d'Ath, et c'est à Ath qu'on va imprimer un petit livre en hommage à Saint Adrien. Saint Adrien qui vivait qui est mort en 306 avant Jésus-Christ, qui a subi le martyre parce qu'il s'était converti. C'est un militaire romain qui s'est converti à la vue des mérites des chrétiens et il a été, avec sa compagne, il a été
malmené, et donc était martyrisé en 306, et c'est ce qui permet évidemment on en a fait un des protecteurs contre la peste. L'autre saint protecteur contre la peste, c'est Saint Roch que nous voyons ici, avec un ange, avec le bâton du pestiféré d'ailleurs. Il a attrapé la peste lors d'un pèlerinage à Rome, et c'est au cours du retour de ce pèlerinage en Italie, dans le nord de l'Italie, qu'il s'est isolé, et un chien lui a apporté la nourriture et un ange venait soigner ses blessures. Vous voyez qu'il a le bâton, non seulement le bâton, mais il a la gourde du pèlerin, et il a vraiment le costume du pestiféré. En tout cas, il est un saint protecteur contre les pestiférés, même s'il vivait en fait à l'époque de la Grande Peste. Hein. Il est né à l'époque où la peste se répand, il est né en 1350 et il serait mort en 1378, donc ce sont des dates approximatives, mais ça donne une idée, deuxième moitié du XIVe siècle, qui est évidemment la pleine époque de la peste, mais il n'a pas connu la Grande Peste, c'est juste après. Donc, vous voyez comment on réagit finalement face à la peste à l'époque. Mais la peste est disparue au XVIIIe siècle. Et le relais sera pris par une autre maladie, le choléra. Le choléra dont nous avons ici déjà la deuxième pandémie. Il y a eu une première pandémie au début des années 20. La deuxième pandémie, on la localise entre 1826 et 1837. Et puis, il y aura une troisième pandémie, comme celle de 1832, celle de 1849 est bien connue à hâte, et il y aura encore une quatrième pandémie, très répandue d'ailleurs, 1866 à hâte, et beaucoup moins mortelle, beaucoup moins dure elle touche beaucoup moins les Atois que 1849, nous y reviendrons. Puis il y a une toute dernière pandémie pour le 19e siècle, c'est la cinquième pandémie qui s'étale de 1881 à 1896. Il y a peu de choses à hâte, il y a quand même quelques traces comme nous verrons. Venons-en aux résultats hâte, on a quand même pour le choléra davantage de résultats, davantage de données que pour la peste. Vous voyez que le choléra en 1832, il touche une ville qui est toujours entourée de ses remparts, des remparts de Vauban, refaits par les Hollandais, et vous voyez que dans cette ville, donc, on a localisé les différents malades. Ces malades, ils sont 71, hein, une majorité d'entre eux va décéder. Et ces malades, ils se localisent notamment dans le quartier de l'actuelle gare, du côté de la Porte de Mons, en A, entre le bastion 1 et le bastion 8. Là, il y a 9, 11, 10 cas, 10 cas sur 71. Vous pouvez voir qu'ailleurs, il y a un endroit au bout de la rue de la Calandre, donc derrière l'actuelle maison des géants, eh bien, il y a là un ensemble de maisons ouvrières mal équipées au point de vue hygiène et où il y a 6 malades également. Donc vous voyez évidemment les malades, ils se répartissent dans différents endroits. Mais là où on a des maisons mal équipées au point de vue hygiène, c'est là que se concentrent, c'est là que se multiplient les malades. Mais il y a des malades aussi autour, pas loin de la Grande Place, à la rue Hogarth, dans certaines rues commerçantes. Donc le phénomène touche évidemment. Les faubourgs sont peu touchés, sauf le faubourg de Tournai où il y a 4 cas. Et vous voyez donc que ces malades, eh bien, ils sont surtout des ouvriers journaliers. Il y a 38% d'indigents parmi les 71 malades. Et bien sûr, ce sont surtout les ouvriers qui sont touchés, mais tout le monde n'est pas épargné. Les rentiers propriétaires, il y a des rentiers propriétaires qui sont touchés, il y a des soldats qui sont touchés, même si la mortalité est plus forte du côté des ouvriers et que du côté des rentiers et des propriétaires. Mais manifestement, cette première épidémie a donc touché la ville, l'a touché de manière assez dure d'ailleurs. Hein. Elle dure
du 12 août au 21 novembre, les décès représentent moins de 5% de la population. Donc les décès et le nombre de cas, c'est 8% environ de la population. Donc on a évidemment ces malades, cette épidémie, qui donc n'est pas a des effets importants sur la vie en ville, et 149 sera encore beaucoup plus grave. Vous voyez que le nombre de décès est passé à 152. Elle va durer du mois de juin au mois de septembre. Elle va toucher également, je vous disais, 152 personnes, ce qui représente 17% de la population, et les décès représentent 8%, 8,7, presque 9% de la population. C'est donc une maladie qui a fait mal, hein, qui a fait très mal même. Et évidemment, le fait qu'elle soit très mauvaise, le fait qu'elle soit très dure, eh bien, s'explique partiellement par le fait que nous avons affaire à une population qui est déjà aux prises avec la misère, parce qu'il y a la crise de l'industrie linéaire qui fait que on ne peut pas, les gens sont affaiblis, les gens sont mal nourris, beaucoup de gens sont mal nourris, la moitié de la population est à la charge du bureau de bienfaisance, donc on se trouve vraiment dans une situation où la misère règne, et évidemment ça aggrave la situation, ça aggrave la maladie, les gens sont très mal, beaucoup de gens sont très mal logés, notamment dans ce quartier de la gare actuelle, si je puis dire, hein, l'ancien, près de la Porte de Mons, la Porte de Mons entre le bastion 1 et le bastion 8, vous voyez le chemin de fer, il passe là, et bien là, il y a énormément de décès dans ce quartier de la gare où se trouvent beaucoup de petites maisons pour les gens, pour les ouvriers. Et donc, on a construit beaucoup de maisons dans ce quartier, mais ce quartier qui est complètement fermé, qui est mal aéré, si je puis dire, et évidemment, ça explique partiellement, ainsi que la rue de Gand, n'est-ce pas, et la rue du Mont-Guérin, ce sont là se trouve le plus de victimes dans cette maladie. Il y a toujours, bien sûr, l'hôpital qui se trouve, l'hôpital des pestiférés, des colériques, qui se trouve sur le site de l'Athénée actuel, donc à l'emplacement de l'ancien couvent des franciscains. Et vous voyez d'ailleurs qu'à proximité, il y a beaucoup de malades également. Et donc cet hôpital se trouve à côté de l'usine textile qui est en train de se développer, et là où, par après, va venir s'installer l'Athénédate. Eh bien, vous voyez que l'hôpital, d'ailleurs, accueille une bonne partie, mais c'est environ 50% des gens qui sont soignés à l'hôpital. Parmi les décédés, il y a 52% et 48% parmi ceux qui sont guéris. 44% en tout. Les gens préfèrent être soignés à domicile malgré tout. Ils craignent un peu l'hôpital. Donc, statut professionnel, comme je vous disais, beaucoup d'ouvriers, hein, plus de 64%, et très peu de riches commerçants, de rentiers, bien sûr. Les employés sont aussi moins touchés, mais comme vous pouvez voir, cette condition sociale des malades, elle touche près de 67% des indigents sont touchés par la maladie. En 1866, la situation sera moins grave. L'épidémie va durer de juillet en septembre. Il y aura 68 malades seulement en 1866, et ce qui représente donc une proportion beaucoup moindre de malades par rapport à la population, 7,7%. En 1866, donc, beaucoup moins et seulement très peu de décès finalement dans cette population. Et donc, 1866, donc, les décès, c'est 3,63%. En 1892, il y aura une dernière vague. Un batelier et sa femme arriveront à hâte et on devra les isoler. Le batelier mourra, d'ailleurs sa femme guérira. Et il y a aussi 2 cas de cholérine à la Cité Fourdin dont les équipements d'hygiène étaient
relativement faible, puisqu'il y avait des toilettes collectives pour l'ensemble des habitants. Donc il y a 2 cas de cholérine, mais pas vraiment de développement du choléra en 1892. Donc 2 cas ce sont simplement des petites atteintes de choléra, mais qui ont été maîtrisées en 1892. On peut se demander pourquoi la situation a évolué. Eh bien, il y a à ça des explications. Au-dessus, nous avons un extrait du site entre le bastion de Bourgogne et le bastion de Hainaut, hein, où on voit bien la porte de Mons, on voit bien l'emplacement de l'ancienne caserne, remplacée par la gare aujourd'hui, mais la gare est un peu en retrait, la gare se trouve à l'emplacement du rempart à peu près, et ce qu'on voit évidemment là, c'est l'entassement dans ces petites rues qui sont voisines. Tout cela est très comprimé, n'est-ce pas, très comprimé, et montre bien justement que c'est dans cet endroit où il y a une certaine promiscuité que l'on va trouver les malades. En dessous, vous avez un document intéressant, c'est une photo d'un certain Alfred Algrin, 1877. En fait, vous voyez, c'est la rue du Pont-Quelin que l'on est en train d'élargir pour l'accès à la Grande Place. On est en train d'élargir parce qu'on estime justement que les rues sont trop étroites, qu'il faut donner de l'air, on est toujours dans la perspective des miasmes, hein, donc il faut éviter les miasmes, éviter les mauvaises odeurs, éviter donc le mauvais entretien des rues, le mauvais entretien des habitations, le manque d'équipement pour l'hygiène. Donc tout cela, et évidemment, on veut donner de l'air notamment, et c'est pour ça qu'on élargit la rue, ici, la rue du Pont-Quelin. Et à côté, vous avez un dessin de Mottry, du géomètre Mottry, qui montre aussi l'installation autour de Saint-Julien, à l'emplacement d'anciens cimetières, notamment de jardins, ou plutôt de plantations d'arbres, toujours dans cette perspective de donner de l'air, de donner du mouvement, éviter en tout cas l'entassement et donner de l'air à la population. Le petit schéma ici, le petit rappel, vous montre que finalement, ce sont les années d'épidémie, 1832, 1849, 1866, qui sont où la mortalité est la plus forte dans la ville. La mortalité globale, cette fois-ci, elle dépasse 250 personnes, donc sur les 8 à 9 000 habitants de l'époque. Et donc, vous voyez, une mortalité très élevée, bien sûr, uniquement, elle atteint des sommets, si je puis dire, au moment des 3 épidémies de choléra. Mais le choléra a donc permis, finalement, a donc amené une amélioration de la vie de la ville d'Ath, a permis à la ville d'Ath d'être davantage aérée, davantage mieux équipée au point de vue hygiène, et on voit évidemment ici le développement de la rue de Pintamont, rue très large, rue qui indique une percée vers la rue Augade et vers la Grand Place. On voit aussi le développement du chemin de ronde à l'emplacement les anciens fossés de Vauban ont été aménagés, on y a planté des arbres, et des arbres avec 2 rues très aérées et larges, donc tout cela donne de l'air, donne de la lumière, donne de la végétation. Et évidemment, l'ancienne plaine des Manœuvres est devenue l'esplanade qui va devenir une plaine de jeux aérée, à côté de laquelle il y aura un parc également dans cette même perspective de l'aération. Et ce quartier de la Gare dont nous parlions, eh bien aujourd'hui, il est depuis le choléra, il est très aéré. Hein, il est très aéré, on voit évidemment qu'on a construit des habitations sociales, on a donné de l'air, de la lumière, on a vraiment mené une politique urbanistique afin d'éviter justement de se retrouver devant une ville écrasée, si je puis dire, enserrée avec un manque d'hygiène, ce qui évidemment a nourri ces épidémies de choléra du 19e siècle.